Bonjour vous, c'est Ico, et bienvenue sur votre podcast d'actualité jeux vidéo préféré, Singe Pourpre. Aujourd'hui je suis en compagnie de mes collègues, de mes comparses d'aventure sur ce podcast. Les autres sont malades malheureusement, encore une fois il y a cette épidémie de diarrhée aiguë qui sévit dans nos rangs. Salut Mage. Salut. Ça va? Je n'ai pas la diarrhée. Eh non, par contre tu es constipé. Ouais, bah écoute, il faut bien il y ait un spectre, tu vois. C'est l'un ou l'autre. Et toi Elena, ça va? Oui, ça va. Moi, j'ai déjà fait mes heures, tranquille. Elle a dit j'ai déjà fait mes heures. Oh. Genre t'as eu ta diarrhée, ça y est? À tout l'octobre, Ah oui, c'est vrai. Putain, désolé pour vous attaquer avec ces petits problèmes intestinaux, mais c'est comme ça. Hein. Bon, une petite pensée à Étagère et à Brandon qui sont cloués au lit actuellement, enfin au lit, sur leur chaise de leur toilette. Au Plus lit précisément. toilette. On va peut-être commencer directement par attaquer avec le bilan de la semaine en termes de vidéos qui ont été produites sur Iconoclast et sur Singe Pourpre aussi. Hein. Donc on a eu une vidéo qui est sortie sur Iconoclast qui a été écrite par mes soins, montée par ce très cher Silver. 4 jeux vidéo nuls que tout le monde a acheté, qui est une vidéo qui m'est venue comme ça. Bah pareil, j'étais aux toilettes et je me suis dit tiens, j'ai joué à un jeu de merde la dernière fois. Je l'ai fait sur Singe Pourpre, c'était Sports Island et il s'est bien vendu. Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'il y a des jeux qui sont pas bien, qui se vendent quand même bien, et c'est quoi les autres jeux qui sont considérés comme mauvais par Metacritic, etc., et qui sont quand même bien vendus. Donc j'ai fait une petite liste de 4 jeux, et on a essayé de comprendre ce qui s'est passé, et la réception a été plutôt bonne, donc avoir des idées sur les toilettes, c'est une bonne chose finalement. Oh, les messages désastreux. Bah, c'est le temps que tu passes à Non, mais- réfléchir quand même. Il faut qu'on peut pas leur faire croire comme ça qu'on est tout le temps sur les toilettes. C'est pas Je suis Bah, pas- comme tout le monde. Non. Bah, Oui, ça- mais là, dis-toi que nous ça va, on se déconnecte, après on parle, on voit très bien que c'était van, mais eux ils nous voient une fois par semaine et ils se disent il y en a tout le temps là sur les chiottes, c'est pas possible. Voilà. Même les sujets sont trouvés sur les chiottes, mais c'est n'importe quoi. La vidéo qui semble plutôt bien fonctionner d'ailleurs, donc merci beaucoup parce qu'on a eu un petit passage où on s'était un peu inquiété. Il y a Mage qui avait réussi à relancer la machine avec sa vidéo sur les speedruns. On avait quand même aussi pas mal Theorycraft sur faire des sujets beaucoup plus précis. Et effectivement, des sujets beaucoup plus centrés et beaucoup plus précis sur un truc extrêmement situationnel. Ça plaît plus, donc on est sur une pente ascendante. Donc ça fait plaisir, merci beaucoup pour votre soutien. Je serai peut-être un petit peu bizarre de temps en temps avec le nez, à parler du nez, parce que moi aussi je suis malade, mine de rien. Donc je vous en demande pardon par avance. Tu as la diarrhée du nez. Oh là là, mais non, mais arrête. J'imagine, il y a des gens qui sont phobiques un peu de ça, et genre nous, on donne Désolé. des coups de- Notre Non, public, mais tu sais. c'est ça. Bref, il n'y a pas que sur Iconoclast qu'il y a eu des vidéos. Je vous ai proposé un test également de Super Mario RPG qui est disponible sur Singe Pourpre cette fois-ci. Je vous donnerai un peu plus de détails parce que j'ai terminé le jeu finalement par rapport à la semaine dernière. Je sais pas s'il y aura un test de PlayStation Portal qui va arriver sur cette semaine parce que quand même ça fait beaucoup de vidéos à faire pour ma part, en sachant Peut-être que j'ai qu'il un aura script une à faire. vidéo en plus, peut-être qu'il aura pas de vidéo en plus, on verra Je bien. verrai. En tout cas, moi, c'est prévu. Je vais vous parler du PlayStation Portal dans ce Bientôt. podcast-là. Déjà, je vais vous faire mon premier retour ici. C'est la première fois que vous l'entendrez là. J'en ai déjà parlé avec les gens sur le Discord, hein, mais comme ça, au moins, ce sera fixé là-dessus. Sachant que je suis le seul à tester la machine qui est juste devant Mage, d'ailleurs, hein, qui est là. Et j'en ai strictement rien. Ok, merci. Ça t'es jaloux parce qu'il n'y a pas de Oui, c'est vrai. Xbox Portal. Oui, c'est vrai que Ah, si, alors, là, ça me dévore de l'intérieur. c'est du Xcloud. Bref, il y a aussi des TikTok, des Reels. Je vous invite à vous abonner à Instagram, à Facebook, à TikTok si vous voulez aller suivre tout ça, si vous êtes intéressé par ce genre de contenu-là. Contenu à consommer sur les toilettes. On y revient toujours, hein, mais... Bah, comme la PlayStation Portal finalement. Oui, alors... Oh, cette chaîne Les manettes sont cette blanches. chaîne toilette qu'on est en train de créer petit à petit. Je me permets de faire du coup un petit point abonnement parce que j'ai parlé des gens, j'avais parlé du Discord tout à l'heure là pour parler du PlayStation Portal, qu'il y a Wes qui se moque de moi avec mon PlayStation Portal depuis que je l'ai acheté. Point abonnement, merci du soutien au Patreon. Je vous rappelle que nous soutenir sur Patreon, bah, c'est déjà permettre de pérenniser notre activité, que ce soit le podcast dans un premier temps, parce que je sais que la plupart des gens qui nous soutiennent sont des soutiens du podcast essentiellement. Donc merci beaucoup infiniment pour le soutien que vous faites à ce podcast-là. Et bah c'est aussi la possibilité d'accéder à des vidéos un petit peu en avance d'Iconoclast, donc en général 1 ou 2 jours. Les vidéos sortent le lundi, vous les avez soit le samedi, soit le dimanche en général. Mais également la possibilité d'accéder à un Discord exclusif aux Patriotes, sur lesquels les gens se foutent de ma gueule pour le PlayStation Portal. Entre autres, ils se mettent aussi sur la gueule sur Final Fantasy XIV. Oui. Parce que ça, pendant un temps, ça y est toujours, hein, c'est un Discord sur lequel il y a pas mal de joueurs et de personnes qui se rencontrent pour faire du FF14. Maintenant, ils sont Pas en train que, de se hein. poser...
Pas que, hein. Maintenant ils se posent des questions de savoir si on va faire des IRL. On en est là. Moi je dis pourquoi pas, mais il va C'est falloir... qu'il y a une bonne entente. Moi j'avais pensé à faire une Red Convention avec un K, et ça se passerait à Colmar, renommé en Colmar avec un K pour l'occasion. Faudra demander la mairie. Ouais, est-ce qu'ils accepteront? Je sais pas, mais on va tenter. Je vais renommer la ville pour 2 jours. Ce serait la convention Red Calamar. Éphémère. Elle durerait une journée et il n'y en aurait plus jamais d'autres parce que ça coûte très très cher ce genre de choses. Oui, rénommer toute une ville, Ouais, tu te rends compte? Généralement, c'est un petit investissement qu'il faut gérer, c'est sûr. Sur ce Discord, vous avez également la possibilité de commenter les podcasts de la semaine dernière et j'ai sélectionné 2 commentaires de petits nouveaux. Sur le Discord, donc ça petit nouveau mais grand commentaire. C'est bien. Nous avons Nirosins qui nous dit salut, enfin hello avec une main qui fait coucou. Super podcast et j'ai décidé de passer à l'acte et de m'abonner au Patreon de la chaîne. Merci. Waouh. Super plaisir, les personnes qui passent à l'acte, c'est cool. Les séances de nomination ne veulent plus rien dire, j'ai l'impression. Elena marque un point. Eh oui, un point qui Elle a juste... Attention, oui. J'ai surtout l'impression que ce genre de cérémonie sert surtout à élaborer des coups marketing afin de vendre des palettes en palette les winners. Sinon, je devais donner mon GOTY 2023, ce serait Yakuza 0. Oui, je sais, c'est pas un jeu 2023. Merci en tout cas pour votre podcast, la Teamzer. Merci, c'est très gentil. J'analyse ce surnom, excuse-moi, c'est pour ça. Est-ce que c'est nous qui avons dit ça Moi, j'en profite pour faire un petit erratum qui n'avait pas été fait sur le podcast sur la sélection des... Enfin, quand vous aviez commenté. Ouais, donc c'est pas un erratum parce que t'étais pas là du coup. Oui, mais je vous c'est corrige. Un ajout. Ah, donc c'est encore pire. Genre. J'étais pas là, vous avez fait n'importe quoi, donc je vais corriger. Vous avez très bien fait. Est-ce que ce sont des informations qui sont arrivées après notre podcast? Non, tout le monde est au courant à ce moment-là. D'accord, vas-y. ça n'a pas été caché du tout. Dis-nous tout. C'est Dave the Diver sélectionné en tant que jeu indépendant de l'année. C'est pas un jeu indépendant du tout en fait, Dave the Diver. C'est un jeu soutenu par un énorme éditeur qui s'appelle Noxon, qui est un multimilliardaire coréen. Donc c'est pas parce qu'il est en pixel art qu'il est indépendant. Et entre temps il y a Geoff Keighley qui a monté au créneau pour défendre la position de ce jeu en tant que meilleur indépendant. Oh là là. Pour dire que oui, mais vous savez, les jeux indépendants sont divers et variés. Non, mais... En gros, du moment que c'est pixelisé, c'est que c'est indépendant. Est-ce que tu sais qu'un milliardaire peut être indépendant? Je veux dire, il y a un moment où, mec. C'est pas parce que t'as de l'argent que t'es pas indépendant. C'est pas parce que je suis entre des Mountain Dew et des Doritos que c'est sponsorisé. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Et puis il décide lui-même ce qu'il fait quand même, donc il est indépendant. C'est là que vous voyez que bon. Indépendant et vacciné. Très honnêtement, s'il y a bien quelqu'un à remettre en question le statut d'indépendant, c'est très probablement Geoff Keighley. Mais ça y est, la session van, Geoff Keighley est lancée. Désolé, je l'aime pas, c'est pas nouveau. C'est bon, on est en décembre. 2 ans et demi qu'on fait le podcast et je l'aime pas. Tout le monde le sait. On est en décembre, c'est bon, l'arc Geoff Keighley est ouverte, donc je pose ma question. Keighley quoi? Keighley tout. Voilà. Le deuxième commentaire de... Je suis désolé, je vais peut-être écorcher ton nom, mais en même temps, commencer ton prénom par BC. Krisholf. Krisholf. Moi, je dirais plutôt Brischolf. Bricholf. Allez, on a réussi. Allez, on enlève le C, ça fait Bricholf. Bricholf, hello tout le monde. Je voudrais réagir par rapport à ce que disait Ico dans le dernier podcast, le meilleur anniversaire du jeu vidéo par rapport au jeu Pokémon Écarlate et Violet. Pour ma part, cet opus et Pokémon Arceus ont vraiment été un vent de fraîcheur de fou dans la licence de Pokémon, car c'est vraiment la première fois que je me suis senti vivre une aventure. Pour avoir eu pratiquement tous les Pokémon, c'est une licence qui me tient particulièrement à cœur et que je préfère à d'autres licences comme le dernier Zelda par exemple, qui ne m'ont jamais fait ressentir ça. De plus, je pense que Ico surestime la déception qu'a pu apporter les derniers Pokémon et qui ne peut vraiment pas être comparé à Marvel. Pokémon n'a pas besoin d'avoir vu 20 films et 10 séries pour bien comprendre le plus suivant. Actually. Non mais... Je suis pas certain que ce soit le genre de choses qu'on reproche à Pokémon, mais... Non, mais c'était surtout vis-à-vis de ton argument. Justement, tu comparais le désintérêt que les gens ont eu à Marvel. Oui. Mais sauf que, tu vois, c'est précisément ce qu'il dit, c'est qu'on n'a pas besoin de regarder tous les films, on n'a pas besoin de jouer à tous les jeux Pokémon pour absolument comprendre ce qui se passe après. Je veux bien accepter la critique, tu vois, de me dire que j'ai peut-être surestimé la déception des gens, quoique, enfin, je suis désolé, c'est compliqué, en fait, il y a des gens, il y a une masse de personnes déçues, il y a qu'à regarder les commentaires des gens sous les trailers, le fait que Pokémon Company désactive systématiquement les pouces sous les commentaires, c'est quelque chose qui est visible et que, malheureusement, tu peux pas te baser uniquement sur une expérience personnelle et éventuellement celle de ton entourage. Tout à fait, mais du coup, tu peux lire la suite du commentaire.
tu vois, le coup du Marvel, c'est autant je peux prendre la critique, y a pas de problème, mais peut-être que tu surestimes l'importance de suivre chacune des séries pour Marvel, sachant que la déception vient avant tout du fait qu'il y a une baisse qualitative des films, avant toute chose, depuis ces 2 dernières années. Voilà, c'était juste Marvel, c'est un autre sujet. Hein. On pourra en parler si tu veux. Ah non, voilà, on en parle pas. Déjà qu'ils nous forcent à regarder plein de trucs, moi je veux pas en parler. Hein. Car pour avoir discuté avec des personnes qui peuvent y avoir joué, mais qui ne traînent pas spécialement sur les forums internet, ils étaient surpris quand je leur disais que l'opus avait été très critiqué, et je pense que la majorité des personnes achetant ce genre de jeu ne regardent pas spécialement ce qui se dit dessus. Encore une fois, moi, je donne un sentiment, c'est vrai, je veux bien l'avouer, mais la majorité des gens, non, ils sont déçus. Comme je l'ai dit, il faut regarder ce qui a été dit sur internet. Oui, on traîne avec des youtubeurs Pokémon. Non, mais est-ce que... Firon nous l'avait dit que quand même il y avait un truc, tu vois, il y a un déclic dans la franchise Pokémon. Oui, mais est-ce qu'on n'est pas dans ce fameux cas de minorité bruyante? Parce que les gens qui sont sur internet et qui parlent sur les forums et qui se plaignent, ça reste une minorité bruyante. Certes, il y a des gens qui sont pas contents mais qui ne se plaignent pas, ça c'est clair, qui ne disent rien parce que ou ils ne sont pas sur les forums ou quoi que ce soit, ils n'ont pas moyen de contacter Pokémon Company, etc. Mais est-ce que vraiment le plus large public de Pokémon, est-ce que c'est eux qui se plaignent et est-ce que vraiment ils sont pas contents? Parce que c'est ça, hein, c'est parmi les gens qui sont pas contents, tout le monde ne se plaigne pas et tout le monde n'est pas visible. Donc on est dans ce problème-là. C'est comme les commentaires YouTube, c'est la partie la plus bruyante. Truc, tu vois, c'est que pourquoi ça commencerait que maintenant les trucs bruyants. De toute manière, c'est pas quelque chose qui fonctionne parce que je veux bien comprendre que peut-être que j'ai le regard biaisé parce que je me base sur ce qui se dit sur internet. Ça, il y a pas de problème, je veux bien l'avoir. Mais moi, à ce rythme-là, je peux aussi contre-argumenter si je me base sur mon expérience personnelle en disant que moi, j'ai dans mon entourage des personnes qui ne suivent pas ce qui se passe sur internet et qui ont été déçues. Tu vois, je prends mon frère, par exemple, je peux prendre Jérémy, par exemple. C'est des personnes qui sont déçues de la licence Pokémon et qui jouent depuis le premier jeu aussi et que Pokémon Violet et Écarlate, c'est pas quelque chose qui leur a plus que ça et qui estiment que c'est quelque chose qu'il fallait pas faire. Tu vois, le problème, c'est que tu peux pas te baser sur un ressenti personnel et sur l'avis d'un entourage proche pour pouvoir décrypter une tendance. Je dis pas que ma manière de voir les choses, elle est meilleure, parce qu'effectivement, je veux bien reconnaître qu'il y a peut-être un biais sur le fait que je me base sur un ressenti global de personnes qui râlent sur Internet. Mais enfin, encore une fois, si Pokémon Company est obligé de réagir, ne serait-ce à des questions sur le Guardian, dernièrement, c'est le COO qui a répondu aux questions du Guardian à propos de la réception des joueurs de Pokémon Violet et Écarlate, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il y a une décision. C'est des choses qui avaient jamais été faites. C'est quelque chose qui avait jamais été fait. Quoi. Oui, mais du coup, je pense qu'on peut dire qu'il y a plus de bruit. C'est que ça fait longtemps que les gens se plaignent, on est d'accord? En tout cas, ça fait longtemps qu'on entend parler des gens qui ne sont pas contents des jeux Pokémon. Et peut-être que là, on arrive à ce moment-là où la quantité des personnes qui se plaignent ne fait que augmenter. Et du coup, ils sont de plus en plus, justement, visibles. Après, quelle partie de communauté des joueurs des jeux Pokémon sont ces personnes-là qui se plaignent? Ça reste une grosse question toujours. Et évidemment, il y a des gens qui tu vois, qui ne se plaignent jamais. Il y a des gens qui sont toujours OK avec ce qu'il aurait proposé. Mais du coup, effectivement, l'impact de ces gens qui ne sont pas d'accord avec l'offre et qui ne sont pas satisfaits par les jeux, ils commencent à enfin se sentir. Après, la question c'est à quel point ça va influencer le développement des jeux. Ça reste ouvert à mon avis. Moi, je pense que de toute manière, il y a pas à être aussi indulgent avec la Pokémon Company que ça. Enfin, je veux dire que vous ayez vécu ça comme une respiration, et c'est pas une attaque personnelle à Briskov. Hein. Encore une fois, il y a pas de problème quoi que ce soit. Mais arrêtez d'être indulgent. Pokémon Company, c'est la plus grosse société à gérer la plus grosse licence au monde. Ils ont de la thune, ils ont les moyens, ils ont une très mauvaise organisation. C'est impardonnable d'arriver avec un jeu aussi pété techniquement. Alors que tu livres comme une respiration, c'est une chose. Les gens, ils ont kiffé que c'était un monde ouvert. Moi aussi, j'ai trouvé ça cool. Donc c'est large. Hein, j'ai trouvé ça très cool. Pokémon Arceus aussi, pourquoi pas, même si ils ont juste foutu ça, j'ai l'impression, pour voir ce que ça fera dans les années qui viennent. Mais ça n'excuse pas l'état lamentable dans lequel il est sorti. Et je suis désolé, mais les DLC qui sont arrivés tout de suite après, ils ont rien sauvé du tout. Hein. Il y a jamais eu de patch pour ne serait-ce que corriger les soucis de performance. Donc non, je suis désolé, je reste campé sur mes positions. Pour moi, encore une fois, au global, il y a ça va dans le sens d'une déception sur ces jeux. Ils se sont très bien vendus parce que le parc de la Switch, parce que la licence Pokémon, mais je serais très curieux de voir à quel niveau
Et effectivement, les gens sont déçus ou pas de ce qui a été donné. Parce que ça, ce serait très intéressant à essayer de trouver, mais bon, c'est très compliqué vu problème, justement la quantité du public. On vous retrouve sur Discord Exactement, sur le 9 samedi 9 décembre, faire une battle royale vocale autour de Pokémon. Encore une fois, je veux alors pas me battre attention ou quoi que ce pour soit, les annonces parce qu'ils vont t'attendre. Hein. Ils seront là avec des bâtons, t'es en mode t'es où? Je suis en train de préparer une vidéo sur la chute de Pokémon. Oui, non mais voilà. Donc, ça compte aussi. Forcément, tu t'es un peu chauffé sur le truc, mais bon, il y a un débat assez vaste et je pense qu'on est sur effectivement une déception qui est de plus en plus visible, alors que jusqu'à maintenant c'était quand même très nuancé, tu vois, c'était c'est Pokémon, ça va. Là le problème c'est qu'on atteint des limites où, enfin, même d'un aspect visuel ils y arrivent pas, alors que la console elle peut, ils ont les sous, ils ont tout ce qu'il faut. Pour moi ils auraient jamais dû quitter la 2D. Ça c'est un débat, je suis peut-être pas forcément d'accord, mais si c'est pour faire ça. Alors si tu te rappelles, ça, effectivement, quand le Zelda Breath of the Wild est sorti, on avait sur toutes les lèvres le Pokémon à monde ouvert. Oui. Ils nous ont fait un Pokémon à monde ouvert. Mais ça va pas. Non, mais ils l'ont fait. Je suis d'accord. Moi, ça m'a beaucoup fait marrer, mais je pense que ça rend pas hommage du tout à la console et qu'elle peut faire vachement plus que ça. Bien sûr, ça se voit. Il y a d'autres choses. On arrive à faire. Alors, c'est peut-être pas le très bon exemple, mais je veux dire, t'as des Hogwarts Legacy qui tournent sur Switch, t'as des Witcher 3 qui tournent sur Switch, t'as Breath of the Wild qui tourne sur Switch. Alors, ok, tu fais des concessions. C'est des portages. Mais là, je suis désolé, mais techniquement, c'est complètement aux fraises. Je parle même pas de graphiquement. Mais il y a zéro direction artistique et ça tourne pas correctement. Oui, la direction artistique des Pokémon, elle est la même depuis 6 ans, j'ai l'impression. Non, c'est pas la même. Le problème, c'est que ça change. Il y avait quelque chose, si tu veux... Le problème, c'est que ça change. Non, mais si tu veux, ils tentent de faire des choses, je trouve, c'est peut-être une autre tech, mais que les Pokémon Let's Go Pikachu et Evoli, ils étaient propres. C'était pas les jeux les plus dingues en termes de direction artistique, mais au moins ils étaient clean. Oui. En termes de DA, il y avait un petit truc, ok, ça faisait un peu jeu mobile si tu veux, mais il y avait un truc à respecter, peut-être ou pas. Oui, et Pokémon on était tous d'accord que globalement, pour le jeune public, c'est un jeu parfait. Pokémon et Bébé Bouclier avaient changé, ils avaient peut-être pris un petit peu, on va dire, acte des problèmes qu'il pouvait y avoir avec Let's Go Pikachu, j'en sais rien. Il y avait quelque chose, il y avait des décors qui étaient somptueux, il y avait un petit côté féerique dans certaines forêts, etc. Là, Violet et Écarlate, on prend un monde ouvert, on pose 3 arbres. Le jeu, c'est entièrement les zones ouvertes qu'il y avait dans Pokémon Épée et Bouclier qui n'étaient pas incroyables. C'était peut-être le point faible de en termes de gameplay, je dis pas, ça va apporter quelque chose. Mais là, c'est vide. C'est juste 3 arbres qui se battent en duel et sur lequel tu vas essayer de faire quelque chose. Ça ne fonctionne pas visuellement, je trouve. Il y a des gros problèmes en termes de direction artistique sur ce Pokémon Violet et Écarlate. Le seul qui sauve, on va dire, les meubles, c'est le centre-ville de je sais plus comment elle s'appelle, de Pokémon Violet et Écarlate, qui ressemble à Barcelone. Mais pour moi, c'est le seul truc qui va, quoi. Enfin, je suis désolé. On est dans un jeu où tu mets 10 secondes à charger c'est même pas un chargement, tu peux plus rentrer dans des bâtiments, tu mets 10 secondes à charger la liste des trucs que tu peux acheter dans une boutique. d'un Pokémon. Non mais t'inquiète pas, moi tu prêches à converti. Tu sais que j'ai rage quitte la franchise depuis Legends Arceus. Enfin c'est pas un débat sur Pokémon. Hein. Je suis désolé. Non mais c'est bien, ça tonne. En plus j'ai donné rendez-vous samedi, donc il va y avoir baston. Non mais toi c'est bien, prépare-toi parce qu'on en aura forcément un à la fin de l'année. De quoi, de Pokémon? Non, en débat sur Pokémon. Ah oui, baston, bien sûr. On aura une baston d'ici la fin d'année. Mais en tout cas, merci pour ce commentaire, Brice Schoff. Merci beaucoup. Ça a explosé en tous les sens parce que c'est un sujet qui va être exposé, on va dire. Mais c'était très cool. On va passer à la rubrique à quoi est-ce qu'on a joué, qui sera peut-être plus rapide qu'à l'accoutumée, vu que nous sommes que 3. Qui veut prendre la parole? Qui veut commencer? Mage? Ah, c'est moi qui commence. Oui. Comme ça. Elle m'a jeté sous le bus. First Mage. J'ai cru que tu levais la main pour demander, mais non, en fait, elle m'a pointé du doigt. Je trouve ça très désagréable. Bon, du coup, moi, cette semaine, semaine assez posée. J'ai joué à FF14, forcément. Je sais pas si je dois la faire toutes les semaines. J'ai joué à FF14. J'ai fait mes roulettes. Voilà. C'est bien. Je suis assidu. Je te rattrape en niveau, petit à petit, parce que toi, t'avais le double XP. Donc, moi, j'ai besoin de faire une pause de FF14. Ouais, donc t'es parti dans l'espace, mais je te rattrape petit à petit. J'ai joué à True Crime New York, qui veut dire Vrai Crime New York. City, très important. Vrai Crime New York. Pour la prochaine vidéo, bon, que je vais pas tease non plus, voilà. Soit vous l'avez vu sur le Patreon, parce qu'elle est déjà sortie. Non, pas du tout. C'est la semaine d'après. Il y a de l'avance de fou, en fait. Bon, vous le verrez. Ça m'a fait du bien, parce que ça faisait très longtemps que j'avais pas joué à ce jeu. La dernière fois que j'y avais joué, c'était sur Xbox. Donc j'avais à peu près 2 ans. Tu as joué sur quoi, là? T'avais 2 ans quand t'as joué à ce jeu?
Non, bah non. Non, Elena, calcule, le jeu est sorti en 2005, je crois. Si j'avais 2 ans. C'est pas un 2003. Mais c'est ce qu'il a dit. Ouais, comme Mage, il a quel âge en fait? Non, voilà, donc ouais, j'y avais joué sur Xbox et là j'ai joué sur Internet. Oui. Sur Internet. Non, mais t'as le droit de le dire, t'as joué sur Dolphin, c'est ça? Oui, ouais. C'est bon. Je sais pas, parce que je sais que comment quand même c'est compliqué. Non. À la base, je voulais l'acheter, tu sais, pour y avoir. C'est un peu une licence morte. Hein. Oui, non, mais voilà, la licence est morte, effectivement. À la base, je voulais l'acheter sur Xbox. De toute façon, je l'ai cherché à l'époque, tu t'en souviens, quand on passait dans les caches, etc. Bon, j'ai regardé les livraisons, c'était un peu long, c'était compliqué, fallait que je finisse mon sujet parce que justement, je m'en sers pour mon sujet. Là, t'as l'avantage de pouvoir capturer. Tu captures le jeu. Oui. Bah voilà, si tu l'avais pris sur Xbox, ça aurait été compliqué. Oui, non, mais voilà. Parce qu'il est pas rétrocompatible. En plus. Bon, bref, j'y ai joué, c'était très très cool, c'était un bon souvenir. Bon, il a mal vieilli, ça c'est sûr. Trucam qui est un jeu un peu un GTA-like, du coup, où vous êtes un policier, un flic, un mec énervé qui tabasse des gens dans la rue, bien qu'il soit flic. Et c'était très cool. Bon, je l'ai pas terminé parce que, encore une fois, il a mal vieilli. Et sinon, ma semaine, je l'ai terminé sur Back to the Dome. Un jeu dont je t'ai beaucoup parlé, à peu près 10 minutes. Ouais. Et qui m'a énormément surpris parce que je m'attendais pas à ce genre de truc. C'est un jeu en early access où on incarne un renard. Mais un renard humanoïde, tu vois. Ouais, un furry. Je voulais pas le dire. Voilà. Non, mais façon Zootopia, bref. Et voilà. Donc on est un renard journaliste qui est arrêté parce que voilà, il a tenté de dénoncer le maire qui en bisbille avec, qui en comment dit-on, en affaire avec une usine qui déverse des trucs dans un bazar monstre. Le maire nous fait arrêter, on finit en tôle et le but, du coup, c'est de survivre en tôle en tant que renard journaliste un peu lâche, un peu corps de lâche, un peu victime, on va pas se mentir. Et du coup, c'est coupé de jour en jour avec des activités, des horaires. C'est un peu une simulation de prison. Ouais, comme Persona. Ou Persona. C'est découpé en termes de vie. Oui, voilà, c'est ça. En sachant qu'on est limité en le temps en plus, que ton procès arrive, et le but, ça va être en fait de trouver des indices avec ton ami avocat qui est dehors. Mais tous les jours, tu dois faire ta vie de prisonnier, tu dois gagner des sous parce que ça coûte super cher de téléphoner. On va savoir pourquoi. Pour téléphoner la première fois, il faut payer $100. Voilà. Et petit à petit, tu te mets dans un groupe, tu rejoins un gang, tu peux rejoindre un gang, tu te fais ton équipe, et le but, c'est de s'enfuir. Et pour le moment, il est en early access. Je connais, ça, c'est Prison Break. Oui, du coup, ça m'a beaucoup plu. Alors, c'est en mode pixel art. Je crois que c'est le premier jeu d'un petit studio. Pour le coup, j'ai pas trouvé d'infos. C'est Metal Head Games. Et écoute, c'est ma petite surprise de cette semaine parce que je m'attendais pas à kiffer autant. Alors, forcément, t'as plein de jeux. Il y a un système de roulement de dés aussi. Tes actions sont faites au dé, donc en plus tu les vois, donc je suis très content. Première heure, je crois que je me suis foutu à la gueule avec un alligator. Il m'a massacré, j'ai passé presque 2 jours à l'infirmerie. Du coup, j'ai pris du retard et tout. Enfin, c'est catastrophique. Et il y a un système de morale à gérer. Santé mentale, vie. Par exemple, tu fais un truc qui te plaît pas trop, qui salit ou tu perds du moral et tu peux t'enfoncer petit à petit dans une genre de dépression qui va rendre toute ta progression dure. Donc il va falloir que tu gères tout ça tout du long pendant que tu gères ton évasion et pendant que tu gères la recherche d'indices. Donc en vrai, c'est un petit plaisir parce que tu peux pas te battre tu peux pas te battre à n'importe quel moment, tu peux pas faire n'importe quoi parce que tu dis attends, si je perds ma santé mentale là c'est terminé. Il y a des petites vibes combat RPG aussi pendant les bastons, genre c'est attaque, t'as une arme, tu peux te soigner, etc. Bref, c'est très 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 cool et j'attends de voir ce qu'ils vont faire parce que visiblement ils vont partir sur un délire il y aura plusieurs persos pour tout le lore. Donc là pour le moment on a que le renard dont j'ai oublié le nom. Ça a l'air très intéressant Thomas effectivement. Et je sais que petit à petit par exemple on aura des persos qu'on a vus, il y a un puma géant qui parle pas trop, on va pouvoir l'incarner, donc je suppose que ça va changer l'intérêt et la manière de s'évader. Il a pas le même problème, je pense. Oui, c'est ça, il a pas les mêmes problèmes, peut-être pas les mêmes objectifs ou juste la manière de s'évader va être différente. Et à la fin il y a un troisième perso qui va sortir, donc j'attends de voir. Pour le moment il est que en anglais, je préfère vous le dire, je crois qu'il est à 15€ sur Steam, mais c'est vraiment mon petit truc ma petite surprise. Pour le coup, je m'attendais pas du tout à ça. C'est un jeu que t'as pris sur Steam? Ouais. Waouh. T'as vu? Ouais, non, mais ça y est, quand j'achète un jeu sur Steam maintenant, c'est que vraiment, il y a et que je me suis pas fait rembourser au bout des heures, c'est qu'il y a quelque chose, et pour le coup, c'est très 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 stylé. Je vous invite à ne serait-ce qu'aller voir ça, ou quelques reviews, j'en ferai une, je pense, là, parce que... écoute, si ce jeu il te plaît, ce qu'il faut qu'on essaye, c'est
c'est autre chose. C'est un jeu de société, mais on a un Dig It Out aussi avec la prison et tout. Ah oui, non, bon, après, bon, j'aime pas la prison non plus. C'est pas, oui, mais c'est pas l'univers l'objectif de la prison. Je peux t'y envoyer. Être emprisonné à tort, ça te plaît parce que vraiment, je sens qu'il y a de la passion dans ce que tu dis. T'as envie d'éprouver tenter de sortir de prison. Non, ça m'intéresse pas. Surtout, bon, là, c'est catastrophique. Des fois, t'as des gangs qui te donnent des missions pour gagner des sous. La dernière fois, je devais donner du laxatif à un mec parce qu'il s'était embrouillé avec des gens. Et ma seule technique pour lui donner, c'était soit de le convaincre, donc de devenir pote avec lui, soit de le mettre dans ma nourriture et lui proposer ma nourriture. Sauf que je l'ai mis dans ma nourriture, je lui ai proposé, mais j'ai dû la manger après. Parce que oui, on peut se chier dessus, faut qu'on aille aux toilettes et tout, la santé mentale, c'est exceptionnel. Vraiment, ce jeu me fait autant rire qu'il me plaît. Il est bien construit en plus, parce que je trouve que ce côté, furie, voilà, si tu veux le dire, ça donne un petit style à la personnalité des personnages. Tu vois ce que je veux dire? Et vu qu'ils n'ont pas tenté de donner des traits humains aux bestioles, c'est du pixel art, je trouve ça génial. Parce que du coup, tu vois un lapin, tu dis ouais, bon, lui c'est victime. Non, au contraire, c'est cette imagerie qu'ont les lapins de mecs un peu fous furieux, tu vois, complètement tarés. Tu vois un alligator, bon, moi, complètement con, j'ai essayé de le planter direct. Il m'a déchiqueté. La girafe, c'est un intello. Enfin, tu vois, c'est. Finalement, les côtés animaux, c'est plus pour donner des personnalités aux personnes. Et je trouve ça génial parce que du coup, du premier coup d'œil, tu sais très bien à quoi tu vas t'attendre. Donc voilà, si vous testez le jeu, ne plantez pas le crocodile géant dans la première heure. C'est une mauvaise idée. Très bien. Voilà. Et du coup, Elena, t'as joué à quoi? Alors moi, j'ai lancé un jeu qui s'appelle Arcade Paradise. C'est un jeu qui m'intéressait depuis un moment déjà, parce qu'il est quand même sorti en 2022, si je me trompe pas. Oui, il est sorti en 2022, et il est dispo sur Game Pass, donc je me suis dit, bon, il faut peut-être un jour le lancer pour voir ce que ça donne. C'est un jeu de gestion, et c'est un jeu de gestion de salle d'arcade. Tu incarnes un personnage qui est en fait on dirait un enfant d'un gros riche, mais un enfant qui est complètement déconnecté de la vie et qui a raté ses études, on dirait. Bah, tu me le vends pas du tout, là. Là, ça donne pas très envie. Oui, mais c'est un peu le background. Et grosso modo, le père de ce personnage-là, il te force à aller s'occuper de la gestion de la laverie automatique qu'il possédait pour faire tes preuves. Grosso modo. Donc là, je vous parle de la laverie automatique dans un jeu de gestion de salle d'arcade. C'est normal. On commence le jeu en faisant la gestion de la laverie automatique. Donc là, actuellement, je gère les lessives. Automatique dans l'arcade. En fait, je t'explique. Ce qui se passe, c'est que... tu sais, c'est que c'est un business désastreux quand la personne s'arrête. Attends, je t'explique, tu vas voir. Vas-y, dis-moi. Non, mais c'est un vrai, c'est assez rigolo parce que justement, le père de ton personnage, il t'envoie à s'occuper de la laverie pour que tu fasses tes preuves, sauf que tu te rends compte que dans la salle de fond de cette laverie, il y a des machines d'arcade. Et ça, c'est parce que c'est ton frère aîné ou ta sœur aînée qui les a achetées à l'époque où lui, il devait s'en occuper. Donc c'est comme si c'était un business de famille, en fait. Le père, il envoie tous ses enfants s'occuper de cette laverie-là pour leur apprendre la vie. Et toi, t'es à fond dedans. Dans les jeux vidéo et dans les jeux d'arcade, le jeu, il se passe dans les années 90. Et tu te dis, tiens, ce serait peut-être plus intéressant d'acheter plutôt des jeux d'arcade. En plus, ça rapporte pas mal d'argent, les jeux d'arcade. Les gens, pendant qu'ils font leur lessive, ils jouent à des jeux. Comme ça, ils dépensent encore de l'argent. Et du coup, là, l'objectif, c'est d'acheter de nouvelles machines, de faire les gens jouer à ces jeux d'arcade et de prouver à ton père que c'est plus intéressant d'avoir une salle d'arcade qu'une laverie automatique. Du coup, c'est comme ça qu'il est déshérité ou... Alors ça, je sais pas. Par contre, le personnage, il se fait menacer d'être envoyé à l'usine. De travailler à l'usine s'il ne répond pas aux attentes de son père. Oh, les menaces qu'il a fait... attention, tu vas travailler, hein. Regarde-moi là. Non, parce que je te prête une laverie là, tu as juste à nettoyer les chewing-gums. Mais tu vas travailler si tu fais pas attention. Non, mais c'est littéralement ça. C'est une des premières choses que ton père, il te dit le père, il dit à ce personnage-là, c'est que si tu n'arrives pas à te débrouiller à gérer cette laverie automatique, je t'envoie à l'usine d'emballage et tu vas travailler à la chaîne. Voilà, donc là, de ce que je regarde, elle est un peu bizarre ta laverie parce que c'est lui qui lave les vêtements des gens en fait. C'est les années 90. C'est littéralement, tu fais tout le service en fait. Donc les gens, ils arrivent, ils déposent leur linge, et toi, tu s'occupes de tout. Mais pourquoi, du coup, c'est ça qui me perturbe, c'est qu'en fait, dans le jeu, là, je vous décris, la laverie ressemble beaucoup à une laverie automatique qu'on a, nous, aujourd'hui. Donc, tu sais, pour que les gens puissent y aller eux-mêmes. Pas beaucoup changé. Oui, alors, mais du coup, à quoi bon avoir une grande pièce où tu mets des pièces
pour le faire toi-même si c'est un autre gars, le propriétaire, qui le fait. Oui, mais techniquement, Moi, là, c'est du bizutage qu'il lui fait. Ça n'a aucun sens. Il l'a envoyé dans... en vrai, même dans la vraie vie, tu sais, il y a des laveries automatiques où vraiment tu fais tout, et il y a des laveries automatiques, grosso modo, avec des services. Oui. Donc, tu peux ramener ton linge, et c'est la personne qui gère. C'est comme les pressings, un peu. Donc, c'est la personne qui gère le pressing ou la laverie qui s'occupe à faire ta lessive, ton séchage et voire même le repassage. Là, il n'y a pas de partie repassage, mais grosso modo, voilà, tu es là, tu peux attendre, tu peux rester ou tu peux partir. Et du coup, tu n'y penses plus, tu reviens à la fin de la journée. D'accord. Donc, c'est vraiment ce type-là où il y a quand même une personne qui gère tout, qui s'en occupe et qui ramasse l'argent. Parce que c'est aussi la question de payer, tu vois, visiblement, qui est inclus là-dedans. Mais du coup, ton objectif, c'est pour le moment, c'est de prouver à ton papounet, que les jeux d'arcade, c'est pas mal et que tu veux pas aller à l'usine de l'emballage. Je suis désolé, quoi. T'as vendu l'arcade et moi je suis resté bloqué sur. Mais elle est bizarre, sa laverie quand même. Hein. Oui, mais c'est ça. C'est pour le moment, je fais ça. Je lave le linge des gens pour pouvoir accéder à la partie. T'as toujours pas de truc d'arcade. Non, j'ai des machines d'arcade, mais elles sont dans ma salle arrière. Ouais, je vois. Et il y en a genre 5 et les gens ils jouent quand même. Ok. Donc ils y jouent en attendant et mon objectif c'est augmenter en fait le gain que j'arrive à faire avec ces jeux d'arcade pour dire à mon papounet que en fait je gagne plus avec les jeux qu'avec la laverie. Ouais, la daddy issue là. Non mais c'est ça hein. Non mais oui. Hein. Alors par contre ce que j'ai remarqué dans le jeu c'est que visiblement l'univers du jeu est un peu difficile. Ça se passe pas bien dans la vie de ce monde-là parce que visiblement c'est ou très totalitaire ou peut-être qu'il y a un joug justement des entreprises et ça se trouve en réalité ton père c'est le propriétaire de la plupart des c'est de toutes les laveries. genre non mais de la plupart des trucs au moins de ta ville parce qu'il y a des fois tu t'es obligé de ramasser du coup les ordures dans ta salle, dans ta laverie, et tu tombes sur des journaux qui te parlent des manifestations qui ont été arrêtées de force, avec les annonces de type propagande en mode peut-être que ton collègue il est libéraliste, attention à lui, dénonce-le quand tu peux. Et t'as ce genre t'as les petites annonces aussi dans la laverie qui te parlent de besoin d'aide ou voilà, je vous donne des choses ou j'ai besoin d'argent ou des trucs comme ça. C'est Brise de Nice à la laverie, quoi. Non, mais c'est très particulier. Donc littéralement, je crois que si ton papounet il te menace d'envoyer à l'usine, c'est que la plupart des gens ils travaillent là-dedans. Je crois que t'as pas envie d'aller à l'usine parce que t'arrêtes pas de l'appeler papounet depuis tout à l'heure. Ouais, mais c'est qu'il est très, il t'appelle très souvent. Oh, c'est dès qu'il y a un problème. Okay. Voilà, mais ça a l'air intéressant. On verra comment ça se passe une fois que j'aurai la salle d'arcade. Avec une esthétique très simulator aussi. Oui. C'est un peu c'est pixel art. On avait un peu déjà joué à un genre de jeu, je me souviens. On regarde le même jeu. Il y a des pixels dans le jeu. Ouais. Tu te souviens, on avait déjà joué à un jeu comme ça? Dis-moi. Où tu ouvrais une salle, un cybercafé là. Oui, mais c'est ça, c'est pour ça en fait, c'est parce que ça me fait penser à ça. Mais là, de ce que je vois, il est quand même vachement mieux fait et plus poussé. Non, il est propre, il est très sympa. Tous ces simulator games qu'on peut voir éclore un peu partout. Mais d'ailleurs, tu peux jouer à tes jeux d'arcade du coup par toi-même. Donc dans ton jeu, tu peux jouer au jeu. Au lieu de travailler. Tu vas aller à l'usine, Léa ? Tu vas aller à l'usine si tu comprends. Voilà. Tu vas travailler pour de vrai, attention. Non, ok, bah écoute, ouais, donc ça a l'air sympa. En tout cas, je regarde du gameplay depuis tout à l'heure, c'est vraiment assez loin de tous les simulateurs un peu éclatés qu'on a droit à 15 balles qui disparaissent au bout de 2 semaines. Là. Bah, c'est un simulateur à la première personne. Voilà. Donc vraiment, tu t'occupes du tout. Ok, très bien. Je s'occupe de rien, tu t'occupes de tout. Un peu Power Rush Simulator, quoi. Un peu, oui. Un peu, ouais, j'ai l'impression. D'accord, très bien. Et toi donc, Florian, qu'est-ce que tu as fait cette semaine ? Eh ben moi, pas grand-chose, hein, finalement. J'ai un peu lâché l'affaire des jeux neufs, enfin des nouveautés. Ça me gonfle. Genre, c'est bon, j'arrive plus à suivre. J'ai besoin d'une pause dans ma vie. Bon, ça y est, on est en décembre de l'année en cours. Ouais, mais quand je vois qu'il y a 2024 qui arrive avec tout ce qui arrive aussi, ça me... Non mais sérieux, ça va pas là, je commence à fatiguer et puis j'ai un backlog qui s'agrandit long comme un bras, qui se rajoute déjà des jeux de nous. Tu sais que moi, un des jeux que j'attendais le plus cette année, c'était Alan Wake 2, j'y ai même pas touché encore. Oh là là. Et j'adore Alan Wake, c'est un de mes jeux préférés de la Xbox 360 et j'ai pas touché au 2, je me sens si nul alors que j'attendais tellement ce jeu. Mais bref, j'ai fini Super Mario RPG, je vous avais dit que je l'avais presque fini la semaine dernière, je l'ai fini, j'en ai fait le test, je vais pas m'étendre plus dessus que ça je prends. Voilà. Connaissez. Hein. J'ai terminé Resident Evil 6.
Genre vraiment, j'ai fini tous les scénarios. Bon, j'ai un peu du grain, j'ai bien aimé au global, c'était cool, mais j'ai rajouté peut-être une petite critique que j'aurais pu rajouter dans mon texte donc je me fais un petit erratum à moi-même par rapport à ma vidéo de cette semaine. Peut-être que ce qui est un peu pénible aussi, c'est le fait d'avoir 4 scénarios séparés, qui sont en fait 4 expériences de gameplay séparées, qui sont des gameplays de Resident Evil. On a Léon, qui base son expérience sur les restes de survival horror qui restaient dans cette envie de faire de l'action. Donc on est un peu dans une forme de Resident Evil 4 1.5, on va dire, dans l'essence. Ça va jamais être super loin parce que Resident Evil 4 est quand même plus intéressant. On a Chris qui est vraiment le côté Call of Duty de la force parce que c'est pam pam boum boum tout du long et ça arrive que les Resident Evil ça soit ça en général sur la fin des jeux, sauf que là c'est tout le temps ça. Il y a Jake et Sherry qui sont en fait c'est quand dans Resident Evil des fois t'as un monstre géant invincible qui te pourchasse, sauf que là c'est tout le scénario où t'as le monstre géant qui te pourchasse. L'Oursinac ou je sais pas quoi, l'Oursinac c'est dans Dofus ça. Ah, oui. C'est ours machin, je sais plus quoi, ours Tava, un monstre invincible qui te poursuit pendant toute l'aventure et que tu tues qu'à la fin. Et t'as Ada Wong qui, pendant on va dire la moitié de son scénario, c'est résoudre des énigmes, qui est l'autre grand pendant de Resident Evil. Sauf que elle, elle c'est quasiment tout le temps avec à la fin un peu un rush un peu bizarre, un peu dommage de son aventure à elle aussi, parce que c'est Ada Wong, ça à la base, dans le jeu de base, ce scénario il est caché. C'est-à-dire qu'il faut faire les 3 premiers pour arriver à elle. Là, dans le remaster PS4 que j'ai fait, elle est déjà présente. Bon, je l'ai fait à la fin aussi. Mais elle est là pour répondre aux questions en suspens sur qu'est-ce que raconte Resident Evil 6. Mais aussi, elle apparaît comme une sorte de explication des différents Deus Ex Machina du jeu. Parce qu'il y a des fois, les personnages, ils sont sauvés in extremis par quelqu'un. Et ben c'est toi qui est toujours là, au-dessus de chacun des personnages, à surveiller ce qu'ils font. Donc, c'est marrant parce qu'il y a un petit côté retour vers le futur. Ouais. Tu sais, où il y a Marty dans l'épisode 2, il se regarde lui-même en train de faire des trucs de loin. Oui. Et ben là, il y a un peu ce côté-là, parce que tu vois les personnages que tu as joués dans les précédents chapitres qui font leur truc, et puis toi tu surveilles, et puis tu tires au sniper de loin là pour les aider. Donc ça, c'est rigolo, mais c'est un peu décousu, et c'est un peu artificiel, parce que vraiment, elle voit les lignes temporelles, Ada. C'est-à-dire qu'elle sait quand placer les objets pour aider les autres dans leurs aventures. Moi, je trouve le pire, c'est peut-être sur le scénario de fin où elle sait que Léon aura besoin d'un hélico pour s'enfuir, donc elle nettoie tous les zombies sur le toit, elle dépose un lance-roquette qui pourrait l'aider à côté de l'hélicoptère, et effectivement, le lance-roquette, il va te servir pour pouvoir tuer le boss de fin, c'est tout ça. Donc, elle lit, elle sait tout ce qui se passe, c'est un dieu, enfin c'est une déesse. Pour elle, tout le monde est si prévisible. Voilà, c'est ça, tout le monde est ultra prévisible, et elle sait tout ce qui va se passer dans le scénario, elle sait tout, elle est invincible, elle est trop forte. Elle a un côté Bayonetta, comme tu l'avais dit dans sa voix. C'est tellement Bayonetta. Alors qu'à la fin, c'est juste pour justifier des trucs un peu stupides mis dans la première run. Pourquoi il y a un bazooka là? On a qu'à dire que c'est Léon, il est amoureux d'elle, mais elle en a tellement rien à foutre de lui parce que c'est vraiment une crotte, quoi. C'est une mouche. C'est rigolo. Je reste sur un sentiment extrêmement positif malgré tout, mais bon, il y a ce découpage, on va dire, des scénarios qui m'a un peu gêné, pas trop, mais un peu quand même, parce que ça fait 4 jeux, quoi, tu vois. Ça fait presque 4 jeux, parce que chaque scénario fait entre 4 et 5 heures de complétion. Donc c'est un peu 4 jeux, et pas mal, oui. Ouais, mais ça fait 4-5 heures qui se renouvellent jamais vraiment, parce que tu sais à quoi t'attendre tout du long. Le pire étant le scénario de Chris Redfield pour moi, parce que c'est vraiment bourrin pour être bourrin. Et sinon, je me suis relancé dans mon idée de clean mon compte PSN avec en finissant des trophées. Je n'ai débloqué aucun nouveau trophée platine, mais j'ai relancé il y a une quinzaine d'heures sur Persona 5 Strikers, où j'ai recommencé le jeu en impossible pour pouvoir monter mes niveaux de lien au niveau 99. Je suis niveau 82. C'est pas forcément long parce que je farme pas. J'ai pas fait l'option de farm parce qu'il y a une option pour arriver à ça qui est de garder le jeu en mode facile et de faire une requête en boucle pendant 15 heures. Parce que il faut passer du niveau... tu finis le jeu à peu près au niveau 50-55. Et je l'ai fait pendant peut-être 5 heures. Je suis monté niveau 69 et je me suis dit bon, on va passer en mode impossible parce que c'est quand même casse-couille de faire tout le temps le même monstre en boucle. Et en mode impossible, tu te fais détruire. Et c'est dommage parce que le mode impossible, il demande de toi que tu utilises toutes les options de gameplay du jeu. Ouais. Vraiment, tu maîtrises bien
tout comment ça fonctionne, que ce soit les vulnérabilités des monstres, que ce soit le système de transfert quand tu dois changer de personnage, que ce soit le all-in quand tu dois faire tout ton membre de ton groupe doivent attaquer un adversaire en même temps, le système de résistance à détruire, le système d'infiltration, tout ça, c'est quelque chose que tu vois bien, mais c'est complètement ruiné par le fait que les monstres ont 3 tonnes de points de vie, ce qui fait que du coup, et qu'ils mettent en 3 claques, tu meurs. Tu vois. Et encore, ça c'est au début, t'as un énorme mur au début, parce que c'est vraiment en une claque, donc il faut tout le temps esquiver, attaquer, esquiver, pour pouvoir foutre quelqu'un à terre, et si tu meurs, en plus, bah, tu retournes pas au début du combat, tu retournes au début du donjon. Ah oui. Tu vois, donc c'est vraiment pénible à ce niveau-là. Le début est plus difficile qu'après, mais après, tu te rends compte comme je disais, les monstres, ils ont trop de points de vie, et ils sont trop forts, et tu bouffes tous tes soins parce que ton groupe c'est des merdes, Morgana c'est une merde, Sophie c'est une merde, et ce sont tes 2 soigneurs, et eux ils prennent 2 claques, ils meurent, donc du coup bah, tu te finis à taper un boss par exemple avec juste les 2 personnes qui sont restantes, parce que tu vas quand même pas claquer toutes tes pilules de résurrection sur Morgana et sur Sophie constamment, et du coup c'est juste long, parce qu'une fois que tu as maîtrisé le jeu et que tu as compris que le mode impossible, bah, il est faisable, mais qu'il faut esquiver et bourrer les magies et viser les faiblesses de tout le monde, bah, ça passe, mais c'est juste beaucoup trop long. Et tu passes tout le temps ton temps dans les menus pour te soigner, parce qu'ils ont trop de points de vie. Donc je trouve ça dommage d'avoir fait ça. Pourtant j'ai mon Lucifer niveau 99 avec les statistiques maxées, hein, donc c'est pas rien. Lucifer c'est une invocation que tu ne peux faire que dans un New Game Plus. Et c'est la meilleure invocation que tu puisses avoir. Mais c'est pas assez. C'est pas assez. Bon bref, je pense que la semaine prochaine j'aurai réussi à arriver à 99 en filigrane, et je vais voir pour faire d'autres jeux à côté. Je sais qu'il y a Square Enix qui va nous envoyer un nouveau jeu qui devrait arriver bientôt, donc il faudra que je le fasse aussi, peut-être sur Switch, on verra. Voilà ce que j'ai fait cette semaine. Peut-être qu'il faut que je retourne sur FF14 aussi. Bah, c'était quand même une bonne semaine, globalement. Oh oui, j'ai beaucoup joué. Bah, j'ai éprouvé le PlayStation Portal. Ah voilà, bah, je l'ai esquivé. Je vous en parle maintenant, tant qu'à faire. Ça fait partie des tests, hein, mine de rien aussi, de ce que j'ai fait. J'ai joué à Resident Evil 6, à Persona 5 Strikers et un petit peu à Spider-Man 2. Au global, c'est un bon produit. Je suis la cible de ce produit, très clairement, parce que c'est destiné à des personnes qui ne peuvent pas avoir tout le temps accès à leur écran principal, parce qu'il y a un petit qui veut regarder la télé, ou qui veut écouter de la musique, ou parce que toi tu veux regarder quelque chose, ou tout simplement parce que bah, allumer la télé ça peut être casse-pied, tu vois, ce genre de choses-là. La vie active fait que des fois tu peux pas toujours être sur ton écran, donc ça sur le coup c'est bien, ça permet d'avoir un rapport à tes jeux PlayStation qui serait différent. Maintenant voilà, il y a quand même plusieurs problèmes avec ça. C'est cher. 220 balles quand même, c'est pas rien. 2, je ressasse les problèmes globaux que vous connaissez, il n'y a pas de cloud gaming, c'est-à-dire tu peux pas jouer aux jeux du PlayStation Plus Premium qui sont dans le cloud. Tu vois. Pour moi ça c'est un peu problématique, parce que quitte à devoir faire du streaming depuis ma console, j'aurais aimé faire du cloud, tu vois. Tu sais, genre il y a des jeux PlayStation 3 et PlayStation 2 qui ne sont jouables que dans le PlayStation Plus Premium en version cloud gaming. D'accord. Tu sais pas, c'est pas la console qui les fait tourner, c'est toi qui joues en cloud. D'accord, donc il faut qu'absolument ce soit la console qui tourne ton jeu. Voilà, il faut que ce soit ta console qui tourne ton jeu. Si le jeu il est dans le nuage, tu peux pas. Donc par exemple, si tu as ta PlayStation que pour jouer en nuage, bah tu peux pas utiliser ce truc. Après les gars, si vous avez pris une PS5 juste pour jouer dans le cloud gaming de PlayStation, vous avez un problème. C'est pas une Xbox, attention. Mais voilà, donc ça c'est un problème. Maintenant, il y a d'autres problèmes qui n'ont pas été vraiment soulevés par d'autres personnes qui, à titre personnel, le limitent l'utilisation du PlayStation Portable à des moments de farm ou des moments de déconnexion. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est cool si tu veux juste farmer tranquillou dans ton canapé, ce que je fais avec PlayStation 5, enfin avec Persona 5 Strikers. C'est pour ça d'ailleurs que je me suis remis, c'est grâce au PlayStation Portal. C'est que t'as pas besoin d'un écran OLED. Pourquoi tu n'as pas besoin d'un écran OLED? Parce que c'était une des critiques que les gens lui ont fait, parce que vous aurez vu les défauts du streaming de très très loin. Et le streaming a énormément de défauts. C'est peut-être sur votre propre Wi-Fi que vous allez faire tourner votre PlayStation Portal, mais il y a quand même des problèmes à faire du streaming depuis votre propre Wi-Fi. Une connexion Wi-Fi, ça n'est pas stable. Donc, à partir de là, que vous soyez fibré ou pas, il suffit que vous ayez un drop, que vous passiez par exemple de, je sais pas moi, 500 mégaoctets en descendant à, d'un coup vous descendez à 200, et ben ce drop de moins 50%, ça va faire paniquer le PlayStation Portal et vous allez avoir tous les artefacts problématiques qui peuvent apparaître. Genre,
toutes les artefacts de compression qui arrivent, genre le blocking, quand vous avez des images qui vont friser avec, vous savez, la précédente image qui va rester en surbrillance et se disparaître petit à petit avec des problèmes de rafraîchissement. Vous allez avoir du mosquito, le mosquito noise, qui est cette impression d'avoir plein de petits pixels autour des éléments qui arrivent, et cette impression d'avoir une résolution qui est nettement inférieure, parce que c'est le cas aussi, alors que juste, c'est parce que ton Wi-Fi, à un moment ou à un autre, sur la ligne de votre opérateur, ou sur votre Wi-Fi, bah, il a eu un petit coup de stress, et il a fait réduire momentanément, genre sur les secondes qui viennent, il a fait réduire le débit. D'accord. Ça peut arriver ça aussi, et vous avez tous les problèmes qui arrivent. Et au-delà de ça, même quand le débit il est très stable, bah comme c'est du streaming, bah la qualité visuelle elle est pas tout à fait là. Vous avez beaucoup de banding. Alors qu'est-ce que c'est que le banding ? Le banding, c'est quand vous avez des bandes de couleurs qui apparaissent pour représenter un dégradé. Le dégradé sur un appareil de streaming, ça n'existe pas. Et sur des jeux avec de basse luminosité comme Resident Evil 6, eh ben ça se voit. T'as des nuages, on dirait que c'est des points PNG qui ont été posés. Par exemple, ça se voit, c'est flagrant sur les sauvegardes. Quand je dois sauvegarder mon jeu depuis directement la PlayStation 5 sur PS5, sur Persona 5 Strikers, pardon, vous avez le menu du PS5 qui arrive pour la sauvegarde, et ce menu-là, cette image du menu, c'est un dégradé de gris. Sur une télé, ça se voit le dégradé. Ça commence en bas à gauche, c'est blanc, et ça se finit en gris foncé. Oui. Bah, ça n'existe pas sur PS Portable. Vous avez un ensemble de bandes de couleurs qui vont du gris clair au gris foncé, parce que il y a il y a un outil de compression qui est appliqué sur le PlayStation Portable pour que le streaming soit le plus fluide possible, et ça passe par une dégradation des couleurs et une dégradation des contrastes. D'accord. Et si vous aviez un écran OLED, les défauts visuels vous auriez sauté à la figure. Du coup, c'est très cool, il y a peu de latence, ça fonctionne très bien pour du farming, pour des expériences courtes, peut-être éventuellement pour du rétro, éventuellement, ou pour des jeux indés. Mais c'est vrai qu'il faut pas s'attendre à une qualité visuelle incroyable. Il y a beaucoup de dégradations, comme j'ai dit, de couleurs qui sont liées en fait au streaming, et qui pour moi me confortent dans l'idée que le cloud gaming, c'est pas du tout l'avenir, et qu'on en est très loin, parce que tu peux pas... Si déjà ça pose problème pour des personnes qui sont fibrées, faut avoir conscience d'une chose, hein. Si y a des taux de transfert de un truc comme 50 à 60 mégabits par seconde sur des Blu-ray ou sur des jeux, si on te réclame d'avoir un SSD sur PlayStation 5 pour lancer tes jeux, c'est qu'il y a des taux de transfert de données qui sont extrêmement importants, qui sont supérieurs en fait au minimum requis, enfin au prérequis standard pour le cloud gaming. En général, on te dit d'avoir une connexion de 15 mégabits seconde pour que le jeu soit correct, mais 15 mégabits par seconde, c'est pas suffisant pour retransmettre un jeu vidéo en 4K, même en 1080p. Ouais, il faudrait du 30 à 40 mégabits seconde, et le problème c'est qu'il est plafonné à 15 mégabits seconde en général sur ce genre de choses-là, et ça se voit. Ça se voit. Alors peut-être qu'il y en a qui vont trouver que je suis pointilleux, mais autant je peux me faire à la latence sur certains jeux, c'est pas quelque chose qui, à la longue, on s'y fait. Autant visuellement, bah, pour moi, il y a un gros problème. On a une énorme perte qualitative avec le streaming. C'est quelque chose qui m'emmerde sur le streaming de vidéos quand on est sur Disney+, etc. Et vous le savez, ici, moi, je suis team Blu-ray 4K. Et c'est quelque chose qui est nettement plus visuellement embêtant quand vous faites du jeu dans le cloud. Voilà, j'en parlerai dans la vidéo un peu plus en détail, et également sur ma prochaine vidéo que je suis en train d'écrire sur la chute de Google Stadia. Voilà. On va passer aux news ? Allez, ouais, c'est parti. C'est l'heure des actualités. Du coup, on va commencer avec notre première actu. C'est parti. Est-ce que vous connaissez Nuverse ? Non. C'est l'éditeur de Marvel Snap. Est-ce que vous connaissez Marvel Snap ? Oui. C'est un jeu de cartes sur mobile, dans lequel vous faites un petit deck, très rapide d'ailleurs. Hein. Qui était pas dégueu, d'après ce que j'ai compris. Ouais, qui est plutôt pas dégueu. Bon, Marvel Snap est un peu concerné, mais pas trop loin. Sachez que Nuverse a été un peu déçu de ses résultats financiers dernièrement. Et que ça va pas trop bien. Donc du coup, ils ont décidé de se retirer du jeu vidéo et de licencier des gens. Et carrément, ils annulent le jeu vidéo. Ils font, c'est bon. Ouais, on annule. C'est finito le jeu vidéo pour nous. Du coup, bah ça va pas se faire sans quelques petits soucis dans les projets qu'ils avaient en cours, notamment de jeux services. Donc tous les projets de jeux vidéo sont annulés. C'est fini. Et les gens se posaient des questions évidemment pour Marvel Snap, parce que la question c'était, est-ce que du coup Marvel Snap qui est là depuis quoi ? Un an ? Un an, oui. Un an ? Est-ce que Marvel Snap va être fermé aussi ? Bon, j'ai envie de dire,
c'est un peu comme Nevali, cette histoire. Disons qu'ils sont en posture de se faire racheter. Je pense que Marvel Snap n'a pas trop de problème à avoir là-dessus. Ils vont se faire racheter. C'est Marvel quand même. Oui, ça reste Marvel. Ça fonctionne. C'est plus de 100 millions de dollars de revenus en août dernier, ce qui est stratosphériquement plus important que Yu-Gi-Oh! Et Magic réunis. C'est parce qu'ils ont quand même le soutien de TikTok dans cette histoire. Faut le préciser. C'est pour ça qu'on a eu autant. Que j'avais remarqué que j'avais beaucoup de pubs TikTok. Marvel Snap. Je me suis dit, c'est Marvel, ils doivent mettre les mots, etc. Non, c'est parce que c'est le même groupe qui possède TikTok et Marvel Snap. Faut préciser, Universe. Il est possédé par ByteDance, qui possède le groupe de TikTok. C'est ça. Voilà. C'est ça. Je me suis perdu en chemin. Voilà. Donc vous inquiétez pas, pour Marvel Snap, je m'inquiète pas trop, c'est pour le reste, pour les rachats du reste, notamment en ce qui concerne le casque, parce que il possède aussi Pico. Je sais pas si vous connaissez Pico, c'est un concurrent solide au MetaQuest 2. D'accord. Donc un casque de VR. Là, c'est un peu plus tranché, on sait pas trop. Recherche d'un repreneur pour la filiale de Moontoon Technology, du coup. On est dans la recherche d'un repreneur, encore une fois. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait investir dans un casque VR, une société qui fait des casques VR concurrente au MetaQuest 2 et à tout ce qui se fait déjà en VR? C'est moins certain. Ok. Voilà. Donc, courage à toutes les équipes qui se sont fait... qui sont en train de se faire secouer dans tous les sens. Tas de cèdres, là. Ouais, non, mais c'est... Mais je pense pas qu'il y ait beaucoup d'inquiétude à avoir pour ce qui est de Marvel Snap, en tout cas. Oui, si vous y jouez, je pense que ça va rester en vie pour le coup. Non, mais ça c'est trop une machine à pognon pour que ça puisse disparaître comme ça. Vous inquiétez pas. On passe à la suite ? On passe à la suite. On va parler de Starfield. Ah, Victor. Les yeux sont braqués sur Victor. Accroche-toi. En même temps, ça fait... Bon, le contexte, c'est que moi, ça fait à peu près 6 mois. Le jeu n'est pas sorti depuis 6 mois, mais que je suis mis en égérie, en gardien, en paladin de Starfield sur le Discord. Tu t'es mis tout seul en égérie de défenseur de Starfield. Le fait d'apprécier le jeu, tu vois, et de pas vouloir l'anéantir non plus, fait de moi visiblement un paladin. Et dès qu'il y a un truc, je te jure, sur le Discord Red Calamar, dès qu'il y a un truc Starfield mentionné, je suis invoqué pour me battre. C'est genre, tu vois le film Chaboté là où il y a le loup là qui envoie l'épée sur Chaboté. Ouais. Bah c'est ça. T'es l'épée ou t'es le loup ou t'es le chat? Bah, moi je suis le chat, on me dit ramasse. Ou t'es les bottes. Peut-être que t'es les bottes. Non mais c'est ramasse en mode parce que je sais que je vais me faire déchirer parce évidemment il a plein de défauts le jeu, mais on exige que je me batte. Donc voilà, bah vas-y, parlons de Bethesda du coup. Est-ce que tu arriveras à défendre ce qui s'est passé? Je ne crois pas, monsieur. Non, ça va pas ça. Ce qui s'est passé en fait, c'est que vous l'avez peut-être pas vu, mais Starfield, les retours sont de moins en moins encourageants de la part de la communauté. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui jouent au jeu. Et qui laissent, pour le coup, c'est pas de review bomba, c'est-à-dire que les gens qui ont acheté le jeu, qui ont joué sur la longueur, laissent des commentaires négatifs sur Steam. C'est-à-dire, en fait, la hype, elle est retombée et les gens commencent à donner des ressentis à froid. Donc ce n'est plus à chaud. C'est plus à chaud, ce ne sont plus les fanboys ou les fangirls comme Mage de Starfield qui commentent. J'ai laissé aucun commentaire sur la page Starfield. Et du coup, contexte, c'est que le jeu, il est sorti début septembre, c'est ça? Ouais. Ça va faire septembre, octobre, novembre, 3 mois que le jeu il est sorti. Je pense, oui, les gens, ils ont eu le temps de retomber, de jouer calmement, où il y a même du New Game Plus qui exact. est essentiel. Et c'est problématique parce que ça a un impact direct sur les ventes. Petit à petit, en fait, plus les gens mettent des commentaires négatifs et plus ça a un impact sur les ventes. Et il y a de moins en moins de joueurs sur Starfield aujourd'hui, malgré les mises à jour. On l'a vu notamment que le DLSS était en voie de support sur PC. Mieux vaut tard que jamais. Mais que du coup, devant cette chute drastique et ce retour à la réalité, j'ai envie de vous dire, des joueurs de Starfield, Bethesda a décidé d'aller dans la mêlée. Ah. Ils répondent aux commentaires négatifs de Steam. Mais c'est quoi cette erreur des débutants? Jamais aller dans la mêlée. Que même Steam déconseille de faire aux développeurs. Ne répondez pas aux commentaires parce que ça fait un retour barbare. Enfin, ça fait un effet Streisand. Oui. C'est-à-dire que plus tu réponds, plus les gens vont se mettre à faire des commentaires dans l'espoir d'avoir une réponse de Bethesda. Surtout que les réponses de Bethesda, c'est tout le service marketing qui allait au front en faisant des copier-coller de commentaires qui vantent les mérites du jeu. En disant non mais vous n'avez pas compris le jeu. Vous pouvez voler, vous pouvez tirer, vous pouvez miner, vous pouvez looter. Starfield est un RPG avec des centaines d'heures de quêtes à accomplir et des personnages à rencontrer. La plupart des quêtes varient également en fonction des compétences et des décisions de votre personnage qui modifient grandement le dénouement de votre partie. Alors on dirait une réponse faite avec un chat GPT. Alors sinon, je suis
actuellement sur la page Steam du jeu, donc on est en train de tourner le podcast, on est le 30 novembre 2023. Qu'est-ce que je vois ? Vous savez, sur la page Steam, il y a la fameuse note évaluation récente et toutes les évaluations. Et bah, Starfield, actuellement, c'est moyen dans les deux catégories. Sachant que actuellement, il y a plus de 81 000 évaluations sur ce jeu. Ça fait beaucoup d'évaluations. Ça fait beaucoup d'évaluations. Donc actuellement sur Steam, le jeu il est classé comme moyen. Les gens sont vraiment pas contents. Globalement, quand tu vois des notes comme ça sur Steam, tu passes ton chemin. Tu prends pas le jeu. Et moi, en général, ce que je fais, c'est éventuellement, tu sais de comprendre. Je vais direct dans les commentaires, je regarde pas le reste et je regarde ce que les gens lui reprochent. Le problème de ces réponses-là, c'est que ça envoie, déjà, comme je vous l'ai dit, il y a l'effet Streisand, mais ça aussi envoie une image particulière en fonction de quel type de réponse tu envoies. Oui. Parce qu'à vouloir encenser à ce point le jeu avec des commentaires qui finalement ne répondent même pas aux critiques qui sont faites, c'est juste des réponses quasiment automatiques comme les bots Amazon sur Twitter, tu vois. Oui, tu vois, ça m'a fait penser à ça parce qu'on dirait des réponses sur les sites internet, sur les sites de vente, genre n'importe quel site de vente sur internet qui te donne des réponses à des gens mais complètement random. C'est la personne, elle te parle des problèmes, la réponse que tu reçois, elle dit oui, mais alors, d'accord, on a entendu votre problème. Par contre, notre produit, il est quand même très fort. Ça donne une sacrée mauvaise image de la part de Bethesda. Il y a pas mal de joueurs qui trouvent que ça fait même bizarre. Ah, mais ça énerve de ouf de recevoir des trucs comme ça. Parce que je cite, ça paraît condescendant. Oh. Et effectivement, quand tu vois d'autres commentaires, comme par exemple, quelqu'un qui trouve que les temps de chargement sont beaucoup trop longs dans Starfield, quand Bethesda te répond, considérez la quantité de données pour le gameplay qui est généré procéduralement pour charger sans faille en moins de 3 secondes, en mode t'as pas compris notre jeu, t'as pas le droit de critiquer, il y a quand même beaucoup de données à charger. T'abuses pas un peu quand même, frérot. Dans les faits, c'est vrai que le jeu il est fait de sorte que y a beaucoup de données à charger, donc c'est compréhensible. Mais c'est vrai que c'est un petit peu compliqué de voir ce genre de réaction de la part de Bethesda. Faut pas faire ça. Si même Valve te déconseille de le faire, je vois pas pourquoi Bethesda le fait. Alors, est-ce qu'il y aurait pas un peu une situation de crise chez Bethesda, notamment vis-à-vis de ce jeu-là ? Est-ce que ça va pas précipiter les choses sur les projets à arriver ou pas ? Je sais pas ce que vous en pensez. C'est ouf, je trouve. Autant les gens peuvent être pas contents pour des raisons diverses et variées. Il faut regarder ce qui est précisément rapproché à ce jeu sur Steam, précisément. Puis ça peut être lié à la version, tout simplement, vu que c'est la version PC ou quoi que ce soit. Peut-être qu'elle a ses propres problèmes. Par contre, déjà avoir quand même autant de retours négatifs sur un jeu de cette ampleur-là, qui était quand même, quand il est sorti, il allait bien le jeu, on est d'accord, à la sortie. C'est impressionnant, je trouve. Starfield qui, aujourd'hui, est le jeu le moins bien noté de Bethesda sur Steam, actuellement. Ouais. Voilà. Mais le fait qu'ils vont comme ça au contact... Moins bien noté que Fallout 76. Ouh. Allez, on passe à la suite. Bon, la suite, c'est un segment Ubisoft, parce que j'ai 2 news avec Ubisoft qui se suivent. La première, je sais pas si vous aviez vu, mais il y avait eu un tweet qui voulait relever, une publicité in-game de Assassin's Creed. C'était dans Assassin's Creed Odyssey, si je dis pas de bêtises, ou Origins, je sais plus. C'était Odyssey, je crois. Dans lequel, après avoir mis le jeu en pause, il y a eu un pop-up de Assassin's Creed Mirage à moins 20% sur le store d'Ubisoft. Mm-hmm. Voilà, donc Ubisoft qui balance ses publicités pour ses propres jeux en plein jeu. Alors, il me semble que c'est pas nouveau et qu'ils faisaient déjà ça pour mettre en avant le contenu des boutiques qu'il y avait sur les Assassin's Creed. Mais en tout cas, Ubisoft a très vite réagi, disant que apparemment c'était un bug qui était arrivé. C'est autorisé ça de faire ça ? C'est pas interdit. D'accord. Mais après, moralement... C'est la nuance, c'est que c'est pas interdit pour le coup. Mais c'est pas très bien vu. Mais et peut-être que jusque-là, ça passait, parce que, encore une fois, moi j'ai souvenir, ça m'était déjà arrivé. Non, mais c'est pas nouveau. Je l'ai déjà vu sur un autre Assassin's Creed, je suis quasiment sûr de l'avoir vu dans d'autres jeux Ubisoft. Je crois que je l'avais vu dans le jeu de sport, là, tu sais, où tu pouvais switcher de moto, snowboard, etc. Comment il s'appelait ? Que j'ai joué 2 heures, puis j'ai arrêté. Motorfest ? Je sais plus, mais il était bien en vrai, j'ai juste pas joué. Parce que la suite de ce type ? Je sais pas, mais c'était un jeu où tu pouvais switch entre plein de trucs. D'un coup, t'étais en moto, puis après t'étais Rider en ski. Republic. Oui, voilà. Là-dedans, je suis sûr et certain d'avoir vu des pubs pour ce genre de truc, parce que c'est typiquement le genre de contenu où tu peux insérer des... Exactement. Donc c'est pas nouveau, c'est pas nouveau du tout. Mais alors du coup, leur excuse Leur excuse, c'est que c'était nouveau. C'était technique. C'était une erreur technique.
Après, je vous avoue, bon, que s'il y a déjà des gens qui ramènent, qui avaient déjà des pubs, ça fait un peu Ubisoft et son image. Hein. T'as l'impression que ça va bien, et puis après ça rechute. D'ailleurs, vu que dans cette impression, autant continuer dans le délire, hein, t'as l'impression que ça va bien, puis après ça rechute. Il y a eu un leak, pour pas changer, encore un leak. Oui. Il y a eu un leak de Beyond Good and Evil Remaster, à cause d'Xbox cette fois-ci. Ah d'accord. Qui avait leaké une page de précommande de Beyond Good and Evil, le remaster, donc pas le 2, une remasterisation du Beyond Good and Evil, donc on annonce un jeu en 4K, avec des améliorations de gameplay, l'intégration de trophées et de succès, avec peut-être éventuellement une révision des lumières, avec l'ajout d'un mode speedrun, parce que pourquoi pas, ça peut être intéressant. Beyond Good and Evil, c'est un jeu que j'ai adoré, quand je l'ai fait sur GameCube à l'époque, il y a très 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 longtemps. Je vous avoue, pour être tout à fait honnête, j'attends pas spécialement la suite. Je trouve que Beyond Good and Evil le 1 se suffit à lui-même et est une aventure suffisamment extraordinaire comme ça. Je dis pas que j'aimerais pas Beyond Good and Evil 2, mais disons que connaissant Ubisoft aujourd'hui, c'est pas de cet Ubisoft-là que je veux qu'il y ait un deuxième épisode. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, si t'attends que Ubisoft qu'il change... C'est mal barré. C'est mal barré, d'autant plus que, voilà, l'information, elle est tombée. Ce qui est intéressant, entre guillemets, c'est qu'il y a des screens qui ont accompagné ce remaster, et c'est un peu catastrophique. En fait, comment dire, le jeu est moins beau que la version originale. Je vous invite à aller voir, je vous ai mis un lien, je l'ai rajouté pendant qu'on faisait le podcast, hein, je suis désolé, je l'ai fait un peu en mode sneaky, je suis tombé dessus, c'est pour ça le narratif a un petit peu évolué. Et non, c'est clairement moins bien, les réflexions, l'eau est encore plus mal géré qu'à l'époque. Le jeu est complètement lissé, les couleurs trop réalistes brouillent un petit peu trop le côté cartoon que le jeu pouvait conserver. Il y a un côté un peu bizarre où le jeu semble avoir perdu un peu ses textures. Il y a l'eau notamment, on dirait vraiment qu'elle n'existe pas, que c'est juste un passage dans lequel tu peux passer au travers, tu sais, pour faire du sous-map. C'est chelou, je suis un peu décontenancé parce que je m'étais dit pourquoi pas Beyond Good and Evil, c'est vrai que c'est un jeu qui... Aujourd'hui, c'est compliqué de le faire. Sur PC, il me semble qu'il y a des problèmes de compatibilité aujourd'hui, si vous n'êtes pas sur GOG, et je crois que ça lance d'ailleurs une machine virtuelle sur GOG pour pouvoir émuler la version PC de l'époque. Je vous dis, arrêtez-moi si je dis des bêtises. Il n'y a que la version GameCube qui existe encore, si j'ai pas de bêtises non plus, ou alors peut-être qu'ils ont fait un portage, mais ça j'ai un doute aussi là-dessus. Mais bref, c'est compliqué de jouer à Beyond Good and Evil aujourd'hui, et c'était une plutôt bonne occasion, surtout si vous y rajoutiez toute la surcouche moderne derrière. Et je trouve ça dommage que des premiers retours qu'on a, ça soit pas ultra satisfaisant. Je trouve que c'est fou que Ubisoft arrive à foirer des trucs aussi simples que des portages. On repensera au remake de Prince of Persia, Les Sables du Temps, peut-être. Est-ce que tu veux vraiment y repenser? Est-ce que tu veux vraiment penser à ce remake qui est là pour... on est cool. Ouais. On est cool. Ouais, c'est... Je suis un peu circonspect de toutes ces histoires. Enfin bon, on verra. Sachant qu'en plus, de toute manière, il y a peu de chances que Beyond Good and Evil 2 n'arrive à nouveau, en sachant que l'article que je vous ai cité pour le retour de Beyond Good and Evil avec la version remaster, excusez-moi, j'ai le débouché, ça s'entend peut-être, c'est qu'il y a eu pas mal de départs qui ont été faits, qu'il y a le projet qui a été pas mal amputé des éléments qui ont été montrés en 2018 entre-temps, et que malheureusement, Émile Morel, qui était le directeur créatif de Beyond Good and Evil 2, est décédé à 40 ans cette année. Donc j'ai l'impression qu'il y a la tragédie qui s'abat, la malchance qui s'abat petit à petit sur ce projet. Je pense que pour le bien d'Ubisoft et pour le bien de toutes les personnes qui ont été dessus, faudrait peut-être faut passer à autre chose, quoi. Parce que là, c'est chaud, quoi. Parce qu'en plus, je sais plus, peut-être qu'on en a déjà parlé dans les Blasto News de la saison dernière, mais au début de l'année 2023, le studio de Montpellier, de chez Ubisoft, il y a eu une inspection de travail qui sont venus vérifier justement l'équipe qui s'occupait de Beyond Good and Evil 2. Ils ont une équipe pour vérifier s'ils avaient du pouls encore, en mode... c'est un peu ça, hein. Vous êtes vivants? Inspection de travail, oui, que les conditions de travail visiblement étaient pas bonnes du tout. Oui, écoute, mais des fois il faut lâcher prise. Et c'est fou comment c'est la phrase qui résume Ubisoft le mieux ces dernières années. Il y a une histoire d'orgueil dans Beyond Good and Evil. Je suis sûr, c'est un truc tout con. Il y a un mec, il y a Yves Guillemot, pour lui, en mode French Touch, ce que tu veux, veut se mettre aux côtés des grands noms des créateurs français. Bon, enfin, French Touch commence déjà par doubler ses jeux en français en général. De base, je veux dire. On verra plus tard, hein, mais oui, effectivement. Il y a une histoire d'orgueil. On passe à la suite ? La suite, donc, c'est toujours au rang des nouveautés. C'est peut-être un peu plus sympa.
hein, on a eu une date, enfin, pour Dragon's Dogma 2 qui arrivera le 22 mars 2024. Quand je vous disais que 2024 s'annonce pas mieux que 2023 en termes de sortie. Alors, pas mieux. C'est dans le positif, entre guillemets. Oui, mais non, mais pour les gens, oui, pour nous, c'est toujours compliqué. Mais du coup, on a plein de trucs à faire. Ouais, tu dis ça, mais t'es pas le plus assidu sur les sorties. Hein, Bah donc, j'ai pas été super hypé par les dernières sorties. C'est facile. Hein. Vas-y, dis-moi une sortie qui m'a hypé là-dedans. C'est ton boulot. Oui, non, mais faut que ça me plaise quand même aussi un peu. Oui, peut-être, mais faut te forcer aussi un peu. Oh, les phrases toxiques. Ah non, mais. Oh, les phrases toxiques. C'est pas toxique. Tu crois que moi j'ai fait Infinity Strash? Mais tu t'es régalé sur Infinity Strash. Tu t'es régalé sur Spider-Man. Personne veut faire Infinity Strash. J'ai fait Infinity Strash. Oh, c'est sûr que personne voulait faire WarioWare. Les gars. Écoutez, moi, j'ai fait Starfield. Je pense que j'ai fait. Allez, tu utilises la mauvaise réputation de Starfield quand ça t'arrange. Ça va pas. Hein. Switch Team. Non, mais effectivement, bon. Mais l'avantage, c'est que au moins, on se plaint dans le sens différent l'année prochaine. Oui, ça va être... pour les gens, c'est cool. Surtout que Dragon's Dogma 2, mine de rien, était assez attendu. Il y a une grosse communauté autour de Dragon's Dogma numéro 1 qui avait été un succès à retard. Parce que au début, il a eu du mal. En même temps, c'est compréhensible. Hein, sur PlayStation 3, l'état qu'il était, c'était pas incroyable. Hein. Lena, elle le sait pas trop, mais le jeu, quand il est sorti sur PS3, il oscillait entre 24 et 25 images par seconde, avec des gros drops de framerate quand ça allait pas, parce que c'était quand même un jeu relativement ambitieux, avec une physique plutôt solide et un monde ouvert. Sur lequel tu avais une distance de vision assez élevée, donc quelque part les problèmes techniques je les comprends, mais de l'autre sur PlayStation 3 c'était assez injouable, sur Xbox 360 c'était un petit peu plus solide. Et encore, c'était vraiment que sur PC que ça allait mieux. Et en fait, je crois que le jeu, il a vraiment retrouvé des couleurs quand il a été porté sur PlayStation 4 et Xbox One après. Parce que là, pour le coup, c'était un peu plus solide en termes de fluidité. Mais malgré tout, il y avait des choses très intéressantes à faire qui, je pense, pourraient vous intéresser. Je vous invite à aller voir la vidéo de Nostalgeek si vous voulez aller voir pourquoi est-ce que Dragon's Dogma c'est cool comme proposition et que c'est bien plus que ce qu'il ne s'était vendu au début comme étant un Skyrim japonais. C'est bien plus que ça. Donc moi je suis chaud. J'ai pu tester Dragon's Dogma 2 il y a déjà quelques mois. Vous pourrez trouver la preview sur Singe Pourpre. Moi j'ai adoré. Moi j'ai été fasciné par le chaos maîtrisé qui était né des combats. C'est-à-dire que chaque PNJ, c'est fou, c'est la première fois que je vois ça, mais les PNJ qui vous accompagnent, ils ont un rôle, ils s'y tiennent et ils le font bien. C'est-à-dire que tu peux vraiment leur donner soit tu leur donnes des directives, mais même quand ils font des choses, ils ont des fois des fulgurances ultra malines en utilisant... Parce que comme c'est un jeu dans lequel tu peux utiliser beaucoup ton environnement, tu peux faire exploser de l'huile, tu peux faire balancer des objets, tu peux lancer des rochers, l'IA sait quoi utiliser à quel moment en utilisant l'environnement comme il peut. S'il y a un ennemi qui est un peu haut et qu'il y a une faiblesse qui est par exemple sur la tête, tu peux voir tes IA qui sont proches des montagnes, grimper sur les montagnes tout seul et sauter sur les adversaires. Alors qu'il y en a un autre qui, à côté de ça, pour l'empêcher de trop bouger, va taper les pieds du colosse pour pouvoir l'immobiliser. Donc ils sont utiles. Ils sont utiles, ce qui fait que ce qui est ultra intéressant, c'est que si tu joues un personnage à distance, si tu joues un personnage à distance, c'est totalement possible de juste être en retrait de la mêlée, de donner des directives et de balancer tes coups à distance pour pouvoir faire de la maîtrise de mêlée. C'est parfait. Donc t'auras un de tes mecs de ton équipe, personnage de ton équipe, qui va pouvoir s'occuper d'aller directement dans la mêlée, quoi. Exactement. C'est parfait. Et je trouve que c'est une manière de voir qui est assez intéressante. Tu sens que le fait il y a Breath of the Wild qui est passé par là, avec la possibilité de grimper partout, notamment sur les monstres. C'était déjà sur Dragon's Dogma 1, mais là, c'est beaucoup plus naturel. Tu peux faire n'importe où, n'importe quand, n'importe comment. Tu peux soulever les ennemis. D'accord. Allons. Non, mais attends. T'arrives, t'as un mec qui est trop fort, tu le soulèves et tu le jettes dans le vide. Moi, j'adore ça. Je fais ça dans Baldur's Gate, ça marche très bien. Oui, là aussi, tu peux le faire. Sauf que, du coup, c'est pas un TRPG. Bon, t'es moins libre, mais t'as quand même une sorte de gameplay, émergent, où t'as pas mal de possibilités qui te sont offertes pour pouvoir aborder les combats de la manière la plus libre possible. Et ça, j'ai trouvé que c'était ultra intéressant. Bref, on a eu le Dragon's Dogma 2 Showcase qui a été annoncé avec la date de sortie. On n'a pas eu que la date de sortie, on a vu du gameplay. On a vu des belles images. C'était en plus on a eu des belles images. 40 minutes, c'est le gameplay qu'il y a eu après. Le Showcase a duré 13 minutes. C'est ouf quand même quand tu sois si à l'aise avec ton jeu, tu sais tellement que ça va aller que tu balances 40 minutes de gameplay quand même. Tu vois.
Bah, il faut montrer, en fait, je pense que Dragon's Dogma 2, c'est le jeu qu'il faut montrer du gameplay. Oui, justement, il a besoin de tout ça pour... Comme je vous ai raconté ces histoires, il faut voir le chaos, ce que c'est, mais plus que ça, il faut le jouer, le chaos, parce que tu peux te dire que oui, ça a été scénarisé, le gameplay, alors qu'en fait, non, enfin, pour avoir vécu ça, c'est rudement bien fait. C'est d'autant plus intéressant que tu sais, tu peux créer un pion et tu l'envoies dans les parties des gens. Et ce pion-là, quand tu te reconnectes, il revient sur ta partie, et s'il s'est baladé dans la partie de quelqu'un d'autre, il a récupéré l'expérience qu'il a accumulée, alors pas de l'expérience en niveau, mais il sait où se situent certains emplacements de coffres, certains emplacements de raccourcis, et il va pouvoir te les dire dans ta partie. Moi, quand je me suis baladé dans l'univers la dernière fois, j'étais tombé sur un trésor là-bas, peut-être que vous auriez quelque chose d'intéressant là-bas, tu vois. Exceptionnel. Bah, c'est super. Après, je pense que s'ils balancent quand même 40 minutes de gameplay, c'est pas que parce qu'ils sont sûrs et certains de pouvoir fournir quelque chose d'intéressant, mais c'est aussi parce que quand même le premier Dragon's Dogma, il est sorti en 2012. Ouais. Et ça va faire 10 ans. Ça fera 12 ans. 12 ans. 12 ans quand ça... 12 ans, je suis désolée, c'est le changement complet de la génération des joueurs. Aujourd'hui, une bonne partie des gens ne savent pas ce que c'est. Ou qu'ils n'ont jamais joué au précédent. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a eu aussi des informations sur l'histoire de Dragon's Dogma 2. Ce ne sera pas la suite de Dragon's Dogma, ça se passe dans un univers parallèle, avec, on va dire, vous avez la même ambiance, vous avez les mêmes races, vous avez les mêmes, les mêmes classes, avec quelques petites classes nouvelles qui débarquent aussi, évidemment, notamment l'illusionniste, qui, tu vois, quand je te racontais tout à l'heure que tu peux te positionner en dehors du terrain et regarder ce qui se passe, et toi, juste manipuler le combat de loin, l'illusionniste, c'est complètement ça. C'est-à-dire que tu fais confiance à tes PNJ pour qu'ils se battent de loin, et toi, ce que tu vas faire, c'est de la maîtrise de terrain. C'est parfait. Voilà. Donc, on a eu des nouveautés sur l'histoire. Les deux nations qui se battent, le faux insurgé, vous l'insurgé, le dragon qui vole le cœur au début. C'est des choses qui sont très connues des fans de Dragon's Dogma. Et faut revoir du coup ce Dragon's Dogma 2 comme un soft reboot qui était nécessaire en fait. Parce que tu peux pas faire une suite à Dragon's Dogma qui arrive 12 ans après. Enfin, si tu peux, mais dans ce cas-là, faut remettre en avant le Dragon's Dogma 1 aussi. Bref, c'est compliqué et ça sert pas forcément à grand-chose d'avoir joué à Dragon's Dogma 1. Et c'est cool parce que du coup, si vous nous écoutez, vous n'êtes pas obligé de vous farcir Dragon's Dogma 1, qui mine de rien est un jeu de 2012, a ses faiblesses de gameplay aussi, qui est très intéressant, je dis pas le contraire, mais qui est dur. Une fois que vous avez compris le gameplay, ça va, mais des fois tu te prends de sacrées patates. Mais là, personnellement, Dragon's Dogma 2, franchement, il m'intéresse bien parce que j'aime bien déjà tout ce qu'ils nous ont raconté sur le scénario. Il y a des complots qui se trament dans l'ombre. Il y a les croyances un peu de magie, les dieux, etc. Ça, c'est très intéressant. Je crois que ça va être bien écrit. Et puis, ne serait-ce que le design, très belle ambiance médiévale, juste comme il faut, médiéval fantasy, parfait. Moi, ça me plaît visuellement. Trop bien. Enfin, moi, j'aime juste pas le peuple chat, mais bon, ça, c'est mon problème. C'est les peuples chats, donc c'est... T'as pas honte. On ne peut haïr qu'un seul type de personnage. Mais tu détestes déjà les Lalafell de FF14, tu peux pas switch team comme ça. Ça sortira donc le 22 mars 2024 sur PlayStation 5, sur Xbox Series X, sur PC et pas sur Switch. Allez, écoute, peut-être sur Switch 2. L'année commence... J'allais dire que l'année commencerait bien, mais là, non. À la suite, donc, j'ai envie de laisser parler Mage parce que je sais écoute, je te laisse parler quand t'as de l'amour, je te laisse parler quand t'as de la haine. Et là, je sens que t'as de la haine sur Embracer. Ouais, j'ai pas beaucoup parlé Starfield aujourd'hui. J'avais de l'amour, mais qu'est-ce que tu veux défendre ça ? Qu'est-ce que tu veux défendre ça ? Écoute, la dernière news, elle concerne une franchise. Je pars sur la franchise en particulier. Est-ce que tu connais les Time Splitters ? Oui, j'y ai pas mal joué. Surtout 2 sur GameCube. Tu sais que c'est une franchise qui est très populaire, qui a une fanbase qui est considérée comme un jeu, pas dire pilier, mais Ah oui, un chapitre. Je sais bien. Moi, je joue à 4 à ça. Hein. Voilà. Bien, sachez que c'est officiel. Embracer, donc, qui possède plusieurs studios, etc., a décidé de fermer. Attends. T'as la moitié de l'histoire, mon frérot. Tu veux que... Parce que Time Splitter 3 aurait dû exister après Time Splitter 2. On en a parlé dans une vidéo, je te rappelle de ça aussi. Oui, mais voilà. Time Splitter 3 aurait dû exister, mais le studio a fermé. Parce que manque de liquidité, ça. Embracer a voulu reformer le studio. Parce qu'ils se sont dit, quand même, il y a beaucoup de gens qui disent Time Splitter sur Internet. C'était le prime de... Alors, Embracer, c'est marrant parce qu'ils sont arrivés, ils avaient plein de thunes,
Ouais, il y a un deal qui s'est pas fait. On y viendra. C'est pour ça qu'en fait j'étais en train d'instaurer le truc. D'accord, je t'en prie. Mais alors du coup voilà, j'allais dire oui, bon c'est une relation un peu chelou parce qu'ils avaient fermé le truc, puis ils l'ont réouvert en disant quand même qu'il y avait du fric. Et on s'est retrouvé dans cette situation où bon finalement ils l'ont annoncé, ils vont refermer ce studio le 11 décembre, donc la veille de Noël. Free Radical Design. Voilà, Free Radical Design, la veille de Noël, donc un move exceptionnel. On applaudit Embracer. Donc je sais pas dans quelles conditions ça se fait. Est-ce qu'ils ont des bonus? Est-ce que c'est d'un commun accord? Enfin, c'est pas un commun accord, mais est-ce que c'est prévu pour que ça se fasse en douceur? Je ne sais pas. Le move est désastreux et ça rejoint un peu tous les moves désastreux d'Embracer de ces dernières années qu'ils apprécient, qu'ils aiment beaucoup mettre sur le dos de ce fameux deal qui était censé avoir lieu cette année, l'année dernière, après 2 milliards quand même. Voilà. Non, mais d'accord, mais c'est pas une excuse parce que j'ai regardé un peu, parce que j'entends beaucoup parler d'eux, ça chouine, l'accord, on sait pas si c'est Amazon, on sait pas si c'est Xbox, on sait pas si c'est PlayStation, etc. Tout ce qu'ils sait, c'est qu'ils se plaignent que ça les a foutus dans la merde. Moi j'ai vu qu'il y avait des grosses suspicions que ce soit sur les Émirats Arabes Unis. J'ai pas compris. Mais tu sais que les Émirats Arabes Unis investissent beaucoup dans le jeu vidéo. Mais dans ce cas-là, c'est genre 6% Nintendo, je crois. Oui, mais dans ce cas, c'est encore plus stupide parce que ça veut dire qu'ils ont basé tout leur business là-dessus et sur ce deal. Et j'y viens, Embracer fait n'importe quoi depuis des années. Ils jouent à Dofus, Hôtel des Ventes. Vraiment, ils ont acheté toutes les queues de Bouffe-Tout. Non, ils ont acheté l'exploitation du Seigneur des Anneaux, 776 millions. T'as vu un jeu Seigneur des Anneaux? Non. Quelque part. Non. Voilà. Ils ont sorti Saint-Tro, qui a été Après, ça se fait pas en. Non, mais je sais que ça ne se fait pas. Mais pour moi, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont acheté plein de trucs. C'est ce qu'ils ont fait. Alors, c'est surtout le Seigneur des Anneaux qui a coûté très cher. Et j'ai l'impression qu'ils ont acheté tout ça pour se vendre au fameux deal et qu'ils ont basé tout leur business plan, on va dire, sur ce truc de on va acheter des trucs. On va se grossir et on va dire regardez, ça serait exceptionnel d'avoir un contrat avec nous parce qu'on a tout ça, tous les jeux qui vont arriver, etc. Et en gros, ils ont basé toute leur vie, toute leur survie, on va dire, mais ils sont pas morts, vu qu'ils licencient des gens, tout va bien, sur ça. Et pour moi, c'est Don Quichotte, quoi. Oui, non, mais on parle beaucoup de oui, non, mais ils le font, voilà, pour protéger les autres studios, pour protéger leurs bénéfices. Hein, c'est des sacrifices qu'il faut. Non, les mecs, ils ont fait absolument n'importe quoi. Quand je parle d'hôtel des ventes, ils ont racheté Tomb Raider à Square Enix. Ils l'ont revendu 300 millions. Ils l'ont acheté 300 millions. Ils l'ont revendu 600 millions à Amazon. Ah, tu sais, ils sont dans un move où leurs mouvements sont bizarres. Achète Tomb Raider, fais-en un jeu au moins. Ils font de la spéculation. Ouais, en fait. C'est spéculatoire. Ouais, non, mais c'est ça. Donc c'est bien de le revendre pour revendre 2 fois plus cher. Je suis d'accord, c'est bien. Voilà, ça fait des sous. Mais il y a un move un peu bizarre derrière ça. Tu vois, quand t'achètes un truc pour le revendre 1 an plus tard, c'est qu'il y a un truc pas net derrière. Quand t'achètes des franchises pour attendre de recevoir des offres pour des trucs à plusieurs milliards, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Et de toute façon, de toute manière, quand ils font des jeux, c'est pas officiel, parce qu'on l'a vu, Saint-Tro. Tu te souviens du jeu Saint-Tro? Il avait des bonnes idées. Oui, mais le problème, c'est qu'il avait perdu toute la folie des précédents Saint-Tro. Oui, non, mais ouais, mais le problème, c'est que ça suffit pas. Et quand tu investis des milliards carrément pour grossir regardez tout ce que j'ai, les gars, dans mes poches. Ouais, en plus, c'est du coup, si ça participe à la création des bulles spéculatives autour des jeux et des licences, c'est dangereux. Non, mais c'est ça, mais ça peut provoquer des gros problèmes. Ils s'amusent à spéculer sur des trucs. Sur le fond des licenciements un peu partout dans tous les dans tous les studios, etc. Et finalement, de ce comportement, de ces échanges et de ce fameux c'est la faute aux gars qui ont annulé le deal, non, c'est vous qui avez fait n'importe quoi. Faites des jeux. T'achètes Seigneur des Anneaux, fais un jeu, prépare un truc, annonce quelque chose. Non, ils ont spéculé, ils ont fait n'importe quoi et finalement, c'est toujours les mêmes qui trinquent. C'est toujours les mêmes qui trinquent et encore une fois, moi le move 11 décembre, vraiment, je trouve ça affreux. Un mouvement terrible pour Free Radical, on espère que ça ira en tout cas. Mais Embracer, vraiment, moi, c'est le downfall. Hein. C'est tout ce qu'ils font maintenant, je les regarde, mais en mode, mais barrez-vous, quoi. Voilà. Donc, alors, je sais, j'ai pas vu t'as vu des stats sur le nombre de personnes qu'il y avait chez Free Radical actuellement? Non, mais bon, je veux dire, c'est terrible à dire, mais avec tous les licenciements qu'il y a eu cette année. Je sais qu'ils avaient déjà licencié 900 personnes quand même, il y a pas longtemps. Donc, vraiment, eux, ils sont dans une. Parce que justement, c'est cet accord qui leur fait se dire, il faut qu'on se restructure. Donc, voilà. Donc, ils font n'importe quoi, après, ils se décident de restructurer. On y revient toujours. Désastreux. Moi, je peux pas cautionner, c'est normal. Hein. Mais Embracer, dès que je verrai Embracer quelque part, je te jure que ça boycotte. Je sais pas si boycott, je sais pas, parce que c'est dur de boycotter des jeux en général. Oui, c'est vrai. Parce que forcément les studios sont liés, mais c'est pas eux qui choisissent. Mais ouais, la bagarre, effectivement. L'esprit bagarre sera là, détestable, et que quelqu'un sauve Seigneur des Anneaux. Pitié. Oui, j'avoue, parce que s'il est chez eux, on n'aura rien du tout dans les Seigneurs des Anneaux alors. Et bon, écoutez, c'est sur ces mots tristes que nous allons nous quitter et que ce podcast est déjà terminé. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis jusque-là. J'espère que ça vous aura plu de nous écouter tous les trois. Merci beaucoup, Elena, d'avoir participé à ce podcast. Avec plaisir. Merci beaucoup, Maj.
ça fait toujours plaisir. Je suis en colère. Calme-toi, tout va bien. Je vais prendre un cookie pour me détendre. On vous embrasse et on vous dit à la prochaine. Ciao tout le monde. Ciao.